Salut à tous, c'est Jean-Mi et bienvenue chez moi. Il y a des jeux qui attirent immédiatement l'œil avec leur direction artistique. On a envie de les installer sur la table, de les manipuler et de découvrir leur univers. Et qui en même temps, une fois la partie lancée, révèle une profondeur qu'on n'avait pas anticipée. Isles of Feather est typiquement ce genre de jeu. Derrière son ambiance paisible, ses oiseaux colorés et son île qui petit à petit se forme, se cache un jeu où chaque décision a son importance et où on passe beaucoup plus de temps à observer les autres que ce qu'on pourrait le croire. Le principe paraît pourtant très simple. Tous les joueurs construisent ensemble et progressivement une île, avec du sable, de la végétation, et augmente peu à peu le relief. L'objectif est ensuite d'y installer ses propres oiseaux. Chacun y a des besoins spécifiques pour trouver un habitat qui lui convient. Mais comme tout le monde partage exactement le même terrain de jeu, chaque nouvelle tuile, chaque nouveau jeton et chaque oiseau installé viennent modifier les possibilités de tous les joueurs autour de la table. Et c'est justement cette construction collective que j'ai trouvée particulièrement intéressante. On prépare souvent un emplacement pendant plusieurs tours, en espérant trouver la place pour y placer un de ces oiseaux, jusqu'à ce qu'un adversaire vienne utiliser cette zone avant vous, ou modifier complètement la construction de l'île. Il y a une lecture permanente du jeu adverse, qui crée une interaction très naturelle mais qui ne repose pas sur l'affrontement direct, mais plutôt sur l'anticipation et le bon timing. Et ce que j'apprécie, c'est le rythme que ça crée autour de la table. Les tours sont rapides, avec seulement 2 actions à effectuer. Mais derrière cette simplicité apparente, beaucoup de petits choix sont présents. Est-ce qu'il vaut mieux continuer à développer l'île? Est-ce qu'il faut sécuriser un habitat? Est-ce qu'il faut placer l'oiseau que l'on regarde depuis plusieurs tours? Ce sont des décisions que l'on retrouve tout au long de la partie et qui donnent une vraie montée en puissance. Et le thème fonctionne très bien avec les mécaniques. On ne se contente pas juste de poser des tuiles ou de poser des oiseaux, on a réellement l'impression de former un habitat qui évolue progressivement pour accueillir différentes espèces. L'île devient de plus en plus complexe, elle se transforme sous nos yeux. Et chacun essaie de trouver la meilleure place avant que les opportunités ne disparaissent. C'est une mécanique très visuelle, très facile à comprendre, mais qui demande finalement une bonne dose d'anticipation. Isles of Feather est un jeu imaginé par Daniel Galbraith et Juno Schaffhausen-Theo. J'espère que je n'ai pas écorché leur nom. Ils ont également signé les illustrations du jeu. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, à partir de 8 ans, pour des parties de 40 à 60 minutes, et le jeu est édité par Rose Gauntlet Entertainment. La durée du jeu est particulièrement adaptée car elle laisse le temps de se développer sans jamais donner l'impression de s'éterniser. Si vous aimez les jeux où on construit progressivement un plateau, où l'on doit s'adapter aux décisions des autres, où chaque placement peut complètement changer les possibilités, alors Isles of Feather propose une expérience qui devrait vous plaire. Voyons donc ensemble comment se joue Isles of Feather. Allez, on va voir comment ça se passe autour de la table. Avant de partager mon ressenti sur le jeu, je vous propose de découvrir en détail son fonctionnement. Nous allons commencer par la mise en place avant de voir pas à pas comment se déroule une partie, les différentes actions à votre disposition, le fonctionnement des capacités spéciales, ainsi que toutes les interactions importantes à connaître pour jouer sans difficulté. Je terminerai ensuite par un aperçu de la variante solo, avant de revenir en fin de vidéo sur mon avis après plusieurs parties. Les sensations que le jeu procure autour de la table, ses points forts, mais aussi le type de joueur auquel il me semble s'adresser le mieux. Maintenant que tout est en place, découvrons ensemble les règles d'Isles of Feather. Dans Isles of Feather, votre objectif est d'offrir à votre propre collection d'oiseaux un véritable coin de paradis. Il s'agit d'un jeu compétitif de placement de tuiles, dans lequel les joueurs construisent ensemble une île tout en y installant des oiseaux aussi étranges que fascinants. Au fil de la partie, vous allez empiler des tuiles et placer différents éléments afin de créer des plages, des falaises ainsi que des forêts. Puis façonner progressivement un habitat idéal pour vos oiseaux. Mais attention, l'espace disponible sur l'île est limité, et chaque oiseau possède ses propres besoins. Il faudra donc anticiper les plans de vos adversaires, les devancer et trouver le bon moment pour installer vos oiseaux avant que toutes les tuiles ne soient épuisées. La planification est essentielle et les affrontements autour des meilleurs emplacements sont inévitables, voire même encouragés. Tout au long de la partie, le jeu vous invite également à laisser parler votre imagination. À chaque fois que vous placez un oiseau, vous pouvez inventer un fait amusant à son sujet et le partager avec les autres joueurs avec tout l'enthousiasme d'un grand documentaliste animalier, même sans en avoir les compétences. La partie prend fin lorsque la dernière tuile est placée et que l'île est entièrement construite. Chaque oiseau installé vous apporte alors des points et le joueur qui en totalise le plus remporte la victoire. Comme on dit, les oiseaux d'une même plume finissent toujours par se retrouver. Pour préparer une partie, procédez dans l'ordre suivant. Commencez par installer le tapis de jeu et placer les 6 tuiles terrain de départ en respectant la forme initiale indiquée dans le livret de règles. Vous voyez les traits, et c'est comme ceci. Placez ensuite à portée de tous les joueurs le reste des tuiles terrain, ainsi que les jetons végétation et les différents jetons de capacité. Ils constitueront les différentes réserves utilisées au cours de la partie. Chaque joueur reçoit ensuite son ensemble de meeples oiseaux, distribuant ensuite à chaque joueur 4 cartes oiseaux pour former sa main de départ. Chacun peut consulter ses propres cartes, mais elles doivent rester cachées des autres joueurs. Prenez ensuite 4 cartes et placez les faces visibles dans un placement prévu en haut du tapis de jeu. Elles forment le Flight Path, la rivière de cartes disponibles pendant la partie. Toutes les cartes oiseaux restantes sont réunies pour former la pioche. Placez la face cachée sur un placement draw prévu sur le tapis de jeu. Ensuite, choisissez le premier joueur. Celui-ci pioche immédiatement une 5e carte
depuis le dessus de la pioche. Il commence donc la partie avec 5 cartes en main, tandis que les autres joueurs en conservent 4. La mise en place est maintenant terminée et la partie peut commencer. Isle of Feather se joue au tour par tour. Lors de son tour, un joueur doit effectuer 2 actions, puis choisir une carte oiseau de sa main et la passer face cachée au joueur suivant. Son tour prend alors fin. Les 2 actions sont entièrement libres. Elles peuvent être réalisées dans n'importe quel ordre et il est tout à fait possible d'effectuer 2 fois la même action au cours d'un même tour. Le passage d'une carte à la fin de chaque tour crée une carte qui circule constamment entre les joueurs. Ainsi, seul le joueur actif possède 5 cartes en main pendant son tour. Dès qu'il passe une carte, il revient à 4 cartes, tout comme les autres joueurs. À chaque nouveau tour, le joueur actif retrouve à son tour une main de 5 cartes. Au cours de son tour, un joueur choisit librement 2 actions parmi les 4 suivantes. Construire un terrain. Cela permet d'ajouter une tuile sable, herbe ou falaise au plateau. Ajouter de la végétation. Cette action consiste à placer un jeton végétation sur l'île. Introduire un oiseau. Cette action permet de placer sur l'île l'un des oiseaux présents dans votre main. Une fois cet oiseau placé, piochez immédiatement une nouvelle carte depuis le Flight Path. Défausser une carte. Vous pouvez également choisir de défausser une carte oiseau de votre main. Lorsque vous faites cela, appliquez immédiatement la capacité spéciale indiquée sur cette carte, puis piochez une nouvelle carte depuis le Flight Path. Pour rappel, ces actions peuvent être combinées librement dans n'importe quel ordre, et vous pouvez choisir d'effectuer 2 fois la même action durant votre tour. Passons maintenant au détail des actions. Construire des terrains. L'ensemble des joueurs construit une île commune qui servira d'aire de jeu. Au fil de la partie, cette île s'agrandit progressivement grâce à l'ajout de tuiles terrain, passant d'un simple îlot à un véritable refuge pour oiseaux. Il existe 3 types de tuiles terrain. Les tuiles sable, les tuiles herbe et les tuiles falaise. Elles représentent les différents niveaux d'altitude de l'île et doivent être empilées dans un ordre précis. Les tuiles sable constituent le niveau le plus bas et sont toujours placées directement sur l'océan, représenté par le tapis de jeu. Les tuiles herbe forment le 2e niveau et doivent obligatoirement être placées sur une tuile sable. Finalement, les tuiles falaise constituent le niveau le plus élevé et doivent obligatoirement être placées sur une tuile herbe. Chaque type de tuile ne peut être placé que sur le niveau qui lui est réservé. Une tuile sable est posée directement sur le tapis de jeu dans l'océan. Elle doit toujours être placée de façon à être adjacente à une tuile au moins déjà présente sur l'île. Il est donc impossible de placer une tuile sable sans connexion avec le reste de l'île. Par exemple, comme je vous ai montré, je pourrais la placer là. Les tuiles herbes sont placées en les empilant sur des tuiles déjà présentes sur l'île. Un emplacement est valide si au moins l'une des conditions suivantes est remplie. Il est adjacent à 2 tuiles sable, il est adjacent à une tuile herbe, il est adjacent au moins à une tuile falaise. Un emplacement qui ne possède qu'une seule tuile sable adjacente ne remplit donc pas les conditions nécessaires. C'est-à-dire que je pourrais le poser là, je pourrais également le poser là, alors que par exemple, dans cette situation-là, je ne pourrais pas la poser là. Pour placer une tuile falaise, elles sont également placées en étant empilées sur les tuiles existantes. Un emplacement est valide si au moins l'une des conditions suivantes est remplie. Il est adjacent à au moins 2 tuiles herbes. Il est adjacent à au moins une tuile falaise. Les tuiles falaises représentent le niveau le plus élevé de l'île. Elles ne peuvent donc jamais être empilées sur d'autres tuiles falaises. Par exemple, cette tuile-là, je pourrais la poser ici. Je ne pourrais pas la poser là. Je ne peux pas la poser là. Ajouter de la végétation. Une action construire la végétation permet d'ajouter un jeton végétation sur l'île. Un jeton végétation peut être placé sur n'importe quelle tuile, à condition que cette tuile ne possède pas déjà notre jeton et qu'elle ne soit pas occupée par meeple oiseau. Une fois qu'un jeton végétation est placé sur une tuile, l'altitude de cette tuile devient définitive. Il n'est alors plus possible d'empiler d'autres tuiles au-dessus. C'est-à-dire que si je pose un jeton ici, je ne pourrai plus poser de tuiles au-dessus. Chaque carte oiseau d'Isle of Feather est unique. Elle représente à la fois une espèce d'oiseau et l'habitat précis dont elle a besoin. Dans le coin supérieur gauche se trouve un diagramme d'habitat. Celui-ci montre une disposition spécifique de tuiles terrain et de jetons végétation qui doit être reproduite sur l'île pour pouvoir placer cet oiseau. Pour introduire un oiseau, vous devez donc trouver sur l'île un emplacement qui correspond exactement au diagramme. L'orientation n'a pas d'importance. Vous pouvez le faire pivoter ou le retourner dans n'importe quel sens, mais la disposition des tuiles doit toujours être reproduite exactement. Les tuiles représentées avec de la végétation, comme ici, doivent obligatoirement posséder un jeton à l'emplacement correspondant sur l'île. A l'inverse, les tuiles représentées sans végétation, comme là, ne doivent contenir aucun jeton. Enfin, le diagramme indique également la case sur laquelle le meeple oiseau doit être placé. Cette tuile doit être libre et ne contenir aucun autre meeple. En revanche, la présence d'autres meeple oiseaux sur les autres tuiles du diagramme n'a aucune incidence. Seule la case sur laquelle le nouvel oiseau doit être posé doit être inoccupée.
Lorsqu'un emplacement respecte exactement la disposition des tuiles, la présence ou l'absence de végétation et que la case de placement est libre, l'oiseau peut être placé sur l'île. Dès que vous trouvez sur l'île un emplacement qui correspond exactement au diagramme d'habitat d'une carte oiseau, vous pouvez utiliser une action pour y introduire cet oiseau. Il est important de rappeler que la disposition des tuiles doit être reproduite à l'identique. Le diagramme peut être tourné ou inversé, mais les différents types de terrains ainsi que les emplacements doivent correspondre parfaitement. Lorsque vous placez un oiseau, effectuez les étapes suivantes dans l'ordre. Annoncez le nom de l'oiseau aux autres joueurs. Puis placez sa carte face visible devant vous. Placez l'un de vos meeples oiseaux sur la tuile indiquée par l'icône de placement du diagramme d'habitat. Prenez un jeton capacité correspondant au symbole présent sur la carte oiseau que vous venez de jouer, puis placez ce jeton sur cette carte. Donc là, vous voyez, vous prenez ce jeton-là. Recomplétez immédiatement votre main en choisissant soit une carte du Flight Path, soit une carte piochée, face cachée, au-dessus de la pioche. Comme pour les jetons végétation, une tuile occupée par meeple oiseau devient ensuite définitive. Il n'est plus possible de placer un jeton végétation, ni d'empiler de nouvelles tuiles terrain au-dessus. Le Flight Path est la rangée des cartes oiseaux situées en haut du tapis de jeu. Elle représente la migration des oiseaux qui arrivent sur l'île à la recherche d'un endroit où s'installer. La rangée est composée de 4 cartes oiseaux placées côte à côte face visible. À gauche se trouve la pioche qui sert à alimenter le Flight Path, tandis qu'à sa droite se trouve la défausse. Son fonctionnement est comparable à un tapis roulant. Les cartes arrivent depuis la pioche, avancent progressivement vers la droite, puis finissent par quitter la rangée pour rejoindre la défausse. Chaque fois qu'un joueur doit compléter sa main, il peut choisir soit l'une des 4 cartes visibles, soit une carte face cachée. Une fois là où les cartes piochées, le Flight Path est immédiatement réapprovisionné en suivant ces étapes. Si la carte est située complètement à droite, juste avant la défausse, il est toujours présente, défaussez-la face cachée. À lire comme ceci. Ensuite, faites glisser toutes les cartes restantes vers la droite afin de combler les espaces vides. Et remplissez les emplacements désormais libres à gauche avec de nouvelles cartes prises sur le dessus de la pioche. Si la pioche est vide au moment où le Flight Path doit être réapprovisionné, mélangez la défausse pour former une nouvelle pioche. Au lieu de placer un oiseau, vous pouvez utiliser une action pour défausser l'une des cartes de votre main. Cette action permet non seulement de renouveler votre main, mais aussi d'activer immédiatement la capacité spéciale de la carte défaussée. Vous choisissez l'une des 5 cartes de votre main, puis vous la révélez aux autres joueurs. Vous défaussez ensuite cette carte en la plaçant face cachée sur la pile de défausse. Résolvez immédiatement sa capacité spéciale. Recomplétez votre main en prenant une nouvelle carte, soit depuis la rangée, soit sur le dessus de la pioche. Il est important de rappeler que défausser une carte est une action à part entière. Elle compte donc parmi les 2 actions que vous effectuez pendant votre tour. Chaque carte oiseau possède une capacité spéciale représentée par un symbole situé sur le côté gauche de la carte. Ces capacités permettent d'effectuer des actions qui ne sont normalement pas possibles au cours de la partie. Elles peuvent notamment permettre de modifier la hauteur d'une tuile, même si cela ne respecte pas les règles habituelles, de déplacer un jeton, végétation, de repousser des oiseaux vers des tuiles voisines, ou encore de placer plusieurs oiseaux sur un même emplacement. Il existe 6 types différents de capacités spéciales. Ces capacités peuvent être activées de 2 façons. La première consiste à utiliser une action pour défausser la carte correspondante de votre main. Sa capacité est alors immédiatement résolue. La seconde consiste à utiliser un jeton capacité, ce qui permet d'activer la capacité sans défausser de carte. À chaque fois que vous introduisez avec succès un oiseau sur l'île, vous gagnez un jeton capacité correspondant au symbole présent sur cette carte. Conservez ces jetons devant vous, c'est ce que vous décidiez de les utiliser. Les jetons capacité fonctionnent comme une ressource. À n'importe quel moment de votre tour, vous pouvez en dépenser un pour effectuer immédiatement une utilisation de la capacité spéciale correspondante. Vous pouvez dépenser autant de jetons capacité que vous le souhaitez pendant votre tour. L'utilisation de ces jetons ne compte pas parmi les 2 actions dont vous disposez à chaque tour. Chaque jeton est à usage unique. Une fois dépensé, il est remis dans la réserve. La seule façon d'obtenir de nouveaux jetons est de réussir à introduire de nouveaux oiseaux sur l'île. Il existe 6 capacités spéciales, chacune permettant d'effectuer une action qui n'est normalement pas autorisée par les règles. Monte. Cette capacité permet d'augmenter la hauteur d'une tuile en ajoutant un niveau au-dessus. La nouvelle tuile doit correspondre au niveau suivant autorisé. Autrement dit, elle doit respecter la progression normale des niveaux. Si la tuile contient déjà un ou plusieurs meeples oiseaux ou un jeton végétation, ceux-ci sont déplacés sur une nouvelle tuile ajoutée au sommet. Cette capacité ne peut pas être utilisée sur une tuile falaise, puisqu'elle représente déjà le niveau le plus élevé. C'est-à-dire que si là, je fais cette action-là, je prendrai une falaise et je mettrai comme ceci. Ici, c'est Burrow. Cette capacité permet de diminuer la hauteur d'une tuile en retirant son niveau supérieur et en le remettant dans la réserve. Tous les meeples oiseaux et jetons végétation présents sont déplacés sur la tuile située en dessous. Cette capacité peut être utilisée sur une tuile sable, comme ceci. Dans ce cas, la tuile est retirée, ce qui la transforme en océan. Puis les éventuels meeples oiseaux ou jetons végétation sont placés directement sur le tapis de jeu. Ici, nous avons Uprot.
Cette capacité permet de déplacer un jeton végétation déjà pendant sur l'île vers une autre tuile terrain qui n'en possède pas. Les éventuels meeples oiseaux restent sur la tuile d'origine, même si le jeton est déplacé. Cette capacité ne permet pas d'ajouter un nouveau jeton. Elle sert uniquement à déplacer un jeton en jeu. Comme par exemple, comme ceci. Ici, nous avons Nest. Cette capacité permet de placer immédiatement un oiseau de votre main sur l'île sans que cela compte comme l'une de vos actions du tour. Cette capacité peut être utilisée même si la tuile de placement contient déjà un ou plusieurs meeples oiseaux. En revanche, toutes les autres conditions de placement doivent être respectées. Ici, nous avons Show. Cette capacité permet de déplacer un meeple déjà présent sur une tuile terrain adjacente, située à une case de distance, même si la tuile est déjà occupée par un autre oiseau. En revanche, cette capacité ne peut pas être utilisée pour déplacer un oiseau vers une case océan. Ici, nous avons Fleet. Cette capacité permet d'effectuer immédiatement une action supplémentaire. Cette action bonus ne compte pas parmi les deux actions normalement disponibles pendant votre tour. Si vous avez activé Fleet en défaussant une carte, la capacité est résolue immédiatement et vous pouvez effectuer cette action supplémentaire sans attendre. La fin de partie est déclenchée dès que la dernière tuile sable est placée, ou lorsqu'un joueur réussit à placer son dernier meeple oiseau sur l'île. Le joueur qui déclenche la fin de partie termine normalement son tour. Sa partie est alors terminée. Tous les autres joueurs doivent ensuite jouer un dernier tour complet dans l'ordre habituel. Une fois que chacun a effectué ses derniers tours, l'île est considérée comme achevée et la partie prend fin. Chaque joueur additionne les points rapportés par les oiseaux qu'il a réussi à placer sur l'île. La valeur de géolocalisation de chaque oiseau est indiquée par le nombre figurant sur son icône. Le joueur qui totalise le plus de points remporte la partie. Vous pouvez également jouer en solo au jeu. Dans cette variante, c'est la saison des migrations et de nombreux oiseaux rejoignent l'île pour y passer l'été. Votre objectif est de continuer à développer l'île avant que chaque oiseau présent dans le flight path trouve un habitat ou finisse par quitter l'île en rejoignant la défosse. En plaçant des oiseaux, vous gagnerez des jetons fleet qui vous permettront d'allonger vos tours et de poursuivre votre exploration avant que la saison des migrations ne s'achève. La mise en place est identique à celle du jeu de base avec 2 éléments supplémentaires. Préparez une petite pile indépendante appelée pile migration. Prenez 5 cartes oiseaux et placez-les face cachée à côté de la pioche. Elle forme cette pile migration. La variante introduit une réserve d'endurance. Elle est constituée de jetons fleet supplémentaires qui pourront être utilisés pour prolonger vos tours. Il est conseillé de placer ces jetons directement sur la pile migration afin de visualiser facilement combien il en reste. Le fonctionnement général reste identique. À votre tour, vous effectuez 2 actions, auxquelles s'ajoutent autant d'actions gratuites que vous pouvez obtenir grâce aux jetons fleet qui proviennent de votre réserve d'endurance ou des oiseaux que vous avez déjà placés. Chaque fois que vous réussissez à placer un oiseau, un nouveau tour commence immédiatement. Autrement dit, vous récupérez immédiatement vos 2 actions, ce qui vous permet de continuer votre tour. En revanche, si votre tour se termine sans avoir placé d'oiseau, vous devez immédiatement défausser une carte de votre main, puis la remplacer par la carte située au sommet de la pile migration. Si vous devez piocher dans la pile migration alors qu'elle est vide, la partie prend immédiatement fin. À chaque fois que vous placez un oiseau, vous ajoutez des jetons fleet dans votre réserve d'endurance selon le niveau de difficulté choisi. Comme dans le jeu de base, dépenser un jeton fleet vous permet d'effectuer une action supplémentaire afin de prolonger votre tour. La partie se termine dans l'un des 2 cas suivants. Vous devez piocher une carte dans votre pile migration vide, il ne reste plus aucune tuile sable à placer. Dans cette variante, la défausse n'est jamais mélangée pour reformer une nouvelle pioche. Une fois la pioche vide, la saison des migrations est terminée. Lorsque la pioche est vide et que toutes les cartes de la flight path ont soit rejoint votre main, soit été placées dans la défausse, vous entrez dans la phase de fin de partie. Pendant cette phase, lorsque vous placez un oiseau, vous ne piochez plus de nouvelles cartes. Si vous parvenez à vider complètement votre main avant la fin de la partie, vous réalisez une saison parfaite. À la fin de la partie, additionnez les points de tous les oiseaux que vous avez placés pour obtenir votre score final. Vous avez un niveau de difficulté qui est ici pour des challenges de plus en plus compliqués. Les bird facts sont une règle entièrement facultative mais vivement recommandée. Chaque fois que vous réussissez à placer un oiseau sur l'île, vous êtes invité à inventer un fait amusant à propos de cette espèce, puis à le raconter aux autres joueurs avec toute l'intonation d'un présentateur de documentaire animalier. Le terme fait est à prendre avec beaucoup de liberté. Vous pouvez être parfaitement fidèle à la réalité scientifique ou au contraire inventer les anecdotes les plus improbables. Cette règle n'est pas obligatoire, mais elle apporte une dimension conviviale à la partie et constitue également un excellent moyen de briser la glace lorsque des joueurs se connaissent peu. Si cette présentation vous aide à mieux comprendre le jeu ou à préparer votre première partie, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en likant la vidéo, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait et même en activant la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos lorsqu'elles sont disponibles. Vous trouverez également sur la page principale de YouTube tous mes réseaux si vous décidez de me suivre, ça aide aussi beaucoup la chaîne. Et n'hésitez pas à me partager votre ressenti en commentaire, j'aime toujours lire vos retours sur les jeux, que vous confirmiez mes impressions, que vous ayez vécu une expérience différente. Sur ce, il est temps de passer à la dernière partie de la vidéo, mon avis après plusieurs parties sur Isles of Feather. Après plusieurs parties d'Isles of Feather, ce que je peux dire, c'est que le jeu m'a surpris par l'équilibre qu'il trouve entre règles accessibles et une vraie profondeur de réflexion. Au premier abord, on pourrait croire qu'il s'agit simplement d'un jeu de pose de tuiles. Mais une fois les premières parties passées, on se rend compte que tout est beaucoup plus imbriqué qu'il n'y paraît. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la manière dont chaque décision influence le reste de la partie. L'île est commune à tous les joueurs, donc chaque tuile posée peut aussi bien ouvrir une opportunité pour soi que pour son adversaire. À plusieurs reprises, je me suis trouvé à construire un emplacement qui
qui semblait parfait pour préparer mes futurs oiseaux, avant de voir un autre joueur en profiter juste avant moi. À l'inverse, il arrive également de poser une tuile pour empêcher quelqu'un de compléter un habitat qu'on devine dans sa main. Cette lecture du jeu adverse prend énormément d'importance au fil de la partie. J'ai aussi beaucoup aimé le système de cartes qui circule entre les joueurs. Le fait de terminer un tour en passant une carte crée une dynamique assez unique. On essaie constamment de deviner ce que les autres recherchent, tout en choisissant quelle carte leur transmettre. Ce n'est jamais une interaction frontale ou punitive, mais elle est présente en permanence et oblige à observer la table plutôt qu'à rester concentré seulement sur son propre jeu. Il est très intéressant que tout se passe sur cette île commune. Le rythme est lui aussi très agréable, les tours sont courts avec seulement 2 actions, ce qui fait que personne n'attend longtemps avant de rejouer. Pourtant, derrière cette simplicité apparente, les choix sont rarement évidents. Est-ce que je développe l'île maintenant? Est-ce que je sécurise une zone avec de la végétation? Est-ce que je place enfin cet oiseau que je garde depuis plusieurs tours? Je trouve que le jeu réussit très bien ces petits dilemmes sans devenir lourd. Les capacités spéciales apportent justement beaucoup de souplesse au système. Elles permettent de casser les règles habituelles du placement, de modifier le relief de l'île ou de déplacer certains éléments. Ce que j'ai aimé, c'est qu'elles ne donnent pas l'impression d'être juste là pour créer du chaos. Elles servent surtout à débloquer des situations ou à créer des opportunités qui n'existaient pas à quelques instants auparavant. Comme on peut également accumuler les jetons capacité pour l'utiliser pour plus tard, il y a une vraie gestion du timing. Plusieurs fois, j'ai préféré garder un jeton plusieurs tours avant de l'utiliser, car il allait changer complètement mes possibilités de placement. Le thème, lui, fonctionne très bien avec les mécaniques. Construire une île sur 3 niveaux, y ajouter la végétation, puis chercher le bon habitat pour chaque espèce, et quelque chose qui reste cohérent tout au fil de la partie. On ne se contente pas d'aligner les formes. On a réellement l'impression de modeler un environnement au fil du jeu. Les diagrammes d'habitat demandent également un vrai travail de visualisation dans l'espace. Au début, on cherche les bonnes configurations, puis avec l'expérience, on commence à se repérer beaucoup plus rapidement. Et cette progression est très satisfaisante. L'autre bonne idée, selon moi, est également que l'île évolue constamment. Un emplacement qui n'existait pas il y a 2 tours peut devenir parfait quelques tours plus tard, grâce à une nouvelle tuile, grâce à un jeton végétation. À l'inverse, une opportunité peut disparaître lorsqu'un joueur fige une case avec un oiseau ou bien même avec du relief. Cette évolution permanente crée une tension naturelle tout au long de la partie. J'ai aussi trouvé que l'ambiance autour de la table fonctionnait très bien. Les burst facts sont facultatifs, mais à chaque partie où tout le monde joue le jeu, cela amène beaucoup de légèreté et de fun. Inventer des anecdotes totalement absurdes sur les oiseaux crée des moments assez drôles. Ce n'est pas indispensable au fonctionnement du jeu, mais cela participe totalement à son identité. En termes d'accessibilité, les règles sont relativement simples à comprendre. Les actions sont peu nombreuses et un nouveau joueur peut facilement comprendre ce qu'il faut faire. En revanche, bien anticiper les futurs habitats, exploiter les capacités spéciales et lire les intentions des autres demande plusieurs parties. J'ai vraiment eu l'impression que le jeu se révélait progressivement au fur et à mesure des parties. La rejouabilité a été assez solide. Toutes les cartes oiseaux sont uniques. Les habitats changent constamment d'une partie à l'autre. L'île ne se construit jamais de la même façon et les capacités spéciales arrivent à créer régulièrement de nouvelles situations. À cela s'ajoute le comportement des autres joueurs, qui influence énormément le développement de l'île et oblige à adapter sa stratégie à chaque partie. Je pense que le jeu fonctionne plutôt bien avec des joueurs qui aiment les jeux de réflexion accessibles, les puzzles spatiaux. Si vous aimez observer le jeu des autres, devinez leurs intentions et vous adaptez à un plateau qui change en permanence, Hills of Feather a de quoi vous séduire. Au final, j'ai passé un très bon moment avec Hills of Feather. J'ai particulièrement apprécié cette combinaison entre réflexion spatiale, lecture du jeu adverse et gestion des opportunités. Le jeu reste fluide, les tours s'enchaînent rapidement, mais il offre suffisamment de décisions intéressantes pour avoir envie d'y revenir régulièrement. À chaque partie, j'ai eu cette impression de mieux anticiper, optimiser mes déplacements ou réussir à mieux utiliser les capacités spéciales au bon moment. C'est typiquement le genre de jeu qui paraît simple lors de la découverte, mais qui dévoile progressivement toute sa richesse au fil des parties. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et sur ce je vais vous dire bonne partie et bon jeu!